était un maximois, sériciculteur, c'est-à-dire qui faisait l'élevage du ver à soie à Sainte-Maxime. Et si vous voulez voir où il était, ben vous allez à la mairie. C'était le lieu où il élevait ses petits vers à soie, la magnanerie. La magnanerie. N'est-ce pas? Très Les bien. magnans. Très provençal. Alors je suis heureux de vous saluer tous, amis de l'association passagers à Cavalère provisoirement. Je salue le professeur Jean-Claude qui nous a fait une démonstration très concrète il y a une semaine maintenant, qui est professeur à la Sorbonne, des cailloux, du bois, entre autres. Alors je ne pensais pas avoir un auditeur assis, mais Brigitte s'est dit que comme j'étais bavard, peut-être vous aviez besoin de dormir à certains moments et qu'il valait mieux être assis. Non, c'est pas vrai. J'ai pensé que vous étiez tellement intéressant qu'il fallait mieux que les gens soient assis. Merci, vous aurez une augmentation, enfin je Voilà. serai votre chef. Voilà, donc c'est un espace un peu clos, en gros 25 mètres carrés, donc il est difficile de retracer une histoire depuis les origines de l'homme, ce qu'on peut en percevoir à Cavalère, jusqu'à la fin de la période romaine, donc forcément un peu limité. Donc j'ai choisi 3 thèmes. Déjà pour essayer de surprendre. Parce qu'on a l'habitude, on va sur la plage, on est étendu, on voit les îles, tout a toujours été comme ça. Le réchauffement climatique, dont on nous rabat les oreilles, ben, il y a 20 000 ans, ils ne connaissaient pas. Et pourtant, il y a eu des périodes de glaciation, donc ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de cigarettes, les femmes faisaient la cuisine, pas plus mal qu'elles le font maintenant. Donc voilà, c'est une interrogation. Donc j'ai choisi des périodes très marquées, ne pouvant pas aborder chacun des sujets. Donc il y a 20 000 ans, donc c'était la première phrase, il y a 20 000 ans, on allait à pied aux îles. Ça, c'était un peu pour choquer, mais c'est la réalité. Puisqu'on estime que la période de glaciation, bon, ça varie suivant les archéologues, allait de moins 25 000 ans à moins 10 000 ans. Ce qui veut dire que le niveau de la mer avait baissé, chez nous entre 100 et 120 mètres, ce qui nous amène loin derrière les îles. Donc il y a une végétation qui se développe au fur et à mesure du réchauffement climatique, qui intervient doucement, et avec une végétation de steppe. Donc on a des animaux qui sont à la fois un peu des animaux du froid, mais aussi des animaux de la pampa. Alors c'est ce qui a été représenté sur les tableaux, remarquablement fait par mon ami Jean, sur les panneaux que vous avez pour expliquer ça. Alors on peut discuter de ça, mais je crois que c'est un point capital. C'est déjà une attitude philosophique. Tout change. Alors qu'ancré dans nos habitudes du XXIe siècle, pour nous tout est normal, la voiture, le réfrigérateur, l'ascenseur, etc. Mais tout n'a pas toujours été comme ça. Et je me plais à dire que si sur la plage, quand vous êtes étendu, vous aviez à côté de vous un homme du paléolithique, de ces périodes très lointaines, vous seriez un peu surpris. Et pourtant c'est le même homme que nous, le même homme intelligent, qui va faire un certain nombre de découvertes. Alors que reste-t-il de cette période du paléolithique, c'est-à-dire en ces 2 termes grecs qui veulent dire l'âge de la pierre, comme on disait autrefois, ancien, parce qu'ils ont beaucoup manié la pierre, il nous reste ici pas grand-chose, quelques tailleries de silex, notamment quand on prend la route de La Croix-Valmer, en face du domaine de Pardigon, on en a retrouvé. On en trouve de ci, de là, moi j'en ai trouvé dans les collines ici, des pointes de flèches, j'ai trouvé des menhirs, notamment un menhir d'alignement des 3 caps, le cap Lardier, le cap de Cavalère et
est le cap où j'ai trouvé ce menhir de lui. Donc voilà, alors il faut dire 2 mots de ce réchauffement. Je sais qu'il y a des pour, il y a des contre. Bon. Mais le professeur de Lumley, qui n'est pas n'importe qui est quand même un savant, un archéologue très savant, a fait des fouilles en Corée du Sud, et assez profondément, puisqu'il est descendu sur 50 mètres, et il s'est aperçu que tous les 100 000 ans, on avait une période de réchauffement qui suivait une période de glaciation. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait progressivement. Donc il a émis une hypothèse, et pas seulement lui, c'est que ce phénomène de glaciation et de réchauffement serait dû, point d'interrogation, il ne l'affirme pas, à une inclinaison du globe terrestre, de la Terre, qui changerait un petit peu, ce qui entraînerait une fonte des glaces au pôle Nord. Après, il y a eu d'autres hypothèses émises. La réalité, c'est qu'il y a bien eu une période de glaciation dans nos régions et une période où l'eau remonte. Une des preuves de ce que j'avance, et pas besoin d'être archéologue scientifique, c'est la grotte Cosquer. La grotte Cosquer est actuellement à 37 mètres sous l'eau, l'entrée de la grotte. Or, c'est des peintures bien datées par Jean-Claude et Jean Courtin, de chez nous, Provençal, a montré que ces peintures et gravures ont commencé à moins 27 000 et se sont terminées à moins 19 000. C'est-à-dire qu'à partir de moins 19 000, il n'y a plus de peinture, donc on pense qu'il n'y avait plus d'entrée dans la grotte. L'eau remontait. Donc voilà une affirmation qui n'est pas gratuite, elle est concrète. Parce qu'autour du vivier, il y avait des margelles en pierre qui étaient au-dessus de l'eau et qui maintenant sont sous l'eau de 20 cm. Or, comme il n'y a pas eu d'affaissement sur ce secteur, c'est la preuve d'un réchauffement et que la mer monte, comme dirait l'autre en chantant. Donc voilà, c'est le premier élément, si vous voulez, qui est plus un phénomène de curiosité, que je résume, tout change. Nous aussi, on voudrait bien que ça ne change pas, mais c'est comme ça. Et donc, il faut s'y faire. Et que faisaient les hommes à cette époque? Alors, j'avais prévu de vous faire circuler, mais c'est peut-être pas très facile. Ben, ces hommes de cette période paléolithique vont utiliser ce qu'ils ont sous la main. Ils vont utiliser des pierres, ils vont les tailler pour en faire des outils. Donc des haches, des grattoirs, des pointes de flèches, tout ça avec une pierre dure qui s'appelle le silex, pour se nourrir, pour tuer les animaux, que ce soit marins ou terrestres, et s'habiller, pour en prendre des peaux de bêtes. Donc ça, c'est la période du paléolithique. Alors je ne sais pas quand même, on peut faire un petit tour avant que je vous endorme complètement pour vous montrer cette partie, et puis vous revenez vous asseoir si vous voulez. Donc vous voyez ici, dans cette partie, des haches. Les premières haches, en numéro 10, c'est vraiment taillé avec des galets sur la plage, on casse la pierre, il la choisissait. Il l'a ligaturé avec des herbes. Première technique. Deuxième technique, qui est plus sophistiquée mais plus efficace, dans des branches encore bien vivantes, ils faisaient une ouverture, ils enfonçaient la pierre et ils laissaient pendant un an se durcir, grâce à la sève, se durcir ce manche. Après, il n'y avait plus qu'à le couper et c'était un manche bien fait. Donc, vous voyez, il y a une ingéniosité chez eux. Donc ça, c'est les périodes les plus anciennes. Alors, ils faisaient des grattoirs, c'est le style de ce que vous voyez, des silex qui sont au fond, pour enlever la chair des animaux qu'ils avaient abattus. Ils grattaient de manière à faire sécher les peaux et à pouvoir les utiliser, les confectionner. Les femmes étaient aussi habiles que les nôtres et elles cousaient cela pour faire des vêtements, soit pour leurs bébés, soit pour les adultes.
Alors on arrive après, donc ça c'est la période la plus ancienne, je vais très vite. Il y a une période, il y a le Mésolithique, qui est la période moyenne du Paléolithique. Et puis il y a le Néolithique, comme son nom l'indique, néo, neuf, lithos, pierre. C'est vraiment le travail de la pierre qui est raffiné. Comme on le voit ici, vous avez une pierre en serpentine verte qui a été usée, mais sans autre outil que le frottement. Donc avec des pierres abrasives, il prenait la pierre et il lui donnait cette forme. Alors ça servait pour les haches, mais ça servait aussi pour cultiver la terre. C'est-à-dire, il y a un côté qui est plat, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, et l'autre qui est bombé. Le côté qui est plat, eh ben, on va y appuyer un manche de bois en forme de V pour aller piocher un peu la terre. Eh bien, va succéder l'agriculteur. Donc c'est lui qui va se sédentariser et qui va trouver un tas d'instruments. Vous remarquerez au départ qu'il y a aussi un sens de l'art, parce que ces pierres, c'est aussi un objet d'art, en dehors de l'aspect utilitaire. Et elle est parfaitement coupante, comme la plus petite que vous voyez en numéro 8. Et celle-ci, elle servait d'hommage aux dieux. On les a souvent, ces pierres vertes qui viennent du nord de l'Italie, on les a, du nord des Alpes, on les a souvent retrouvées dans des lieux de culte. À Marseille, par exemple, assez proche, donc ils venaient avec cette offrande aux dieux. Alors quel était le sens de la couleur de la pierre? Pourquoi verte aurait-elle eu plus de valeur, puisqu'on en trouve d'autres. On trouve dans la Durance des pierres en quartz qui sont aussi très bien faites. Mais on les a retrouvées que dans ces lieux de culte, qui pose une interrogation. Donc voilà, pour cette période néolithique, l'homme s'installe, il va fabriquer des vêtements, cette fois en textile. Les femmes vont utiliser des herbes en textile pour confectionner des vêtements. Je vous montrerai plus loin la manière dont elles pouvaient procéder dans les âges qui ont suivi. Alors après ces périodes néolithiques, donc l'âge de la pierre si vous voulez, mais maintenant ça s'appelle plus tout à fait comme ça, arrive l'âge du bronze, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Alors l'âge du cuivre, c'est un minéral qui est utilisé tel quel. J'ai eu l'occasion au mois de juin d'amener un certain nombre de mes amis, n'est-ce pas, à Saint-Méran, dans les Hautes-Alpes, où on a une mine de cuivre qui a été exploitée par ces hommes qui brûlaient le rocher de manière à le fragiliser avec des pics, faisaient tomber le minerai, ensuite le brûlaient pour en faire ensuite des outils en cuivre. On a l'étape suivante qui est le bronze, qui était un mélange de cuivre et d'étain. L'étain venait d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Ça suppose donc qu'il y avait des circuits bien organisés. Saint-Véran est à la mine, on l'a vu, n'est-ce pas, André, à 2500 mètres d'altitude. Ça veut dire que ces hommes parcouraient les sommets, contrairement aux Romains qui, eux, vont introduire des routes bien balisées dans le fond de vallée. Dans ces périodes-là, on circule sur les hauteurs. C'est ce qui explique que le chasseur, dont j'ai perdu le nom, qui avait reçu une flèche dans le dos en Autriche, n'était pas dans une vallée, il était aussi dans les hauteurs, parce que c'était des circuits qui se pratiquaient sur les hauteurs. Il y a aussi un phénomène qui s'explique, c'est que quand on est sur les hauteurs, la montagne est décapée par les pluies, etc. Donc on trouve plus facilement le minerai. Donc ces haches suivaient le même parcours, ces petites haches. Elles étaient fabriquées sur place, et puis, comme c'est pas très lourd, il faut en prendre une centaine et les commercialiser au fur et à mesure de leur avancement par troc pour avoir de la nourriture, des vêtements, etc. Donc derrière chacun de ces petits objets, il y aurait de quoi méditer, développer
le travail que ça représentait. Pour moi qui fais de l'archéologie, mais qui suis un amateur, un bénévole, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de fouilles, c'est des moments d'intense émotion. Quand vous pensez au travail, au nombre d'heures ou de jours qu'il a fallu pour arriver à la perfection, savoir choisir le bon matériau et arriver à en faire ce qu'il est, je trouve ça absolument magnifique. Et si ces hommes ont disparu, parce qu'on ne les retrouve pas très souvent, leurs ossements, surtout dans notre région, disparaissent, on a un témoignage de leur activité intelligente et je dirais culturelle. Et si vous allez à Menton, dans les grottes, où a vécu l'homme de Cro-Magnon, donc on a ces périodes de glaciation où ils vivaient dans les grottes. C'est ce qu'on peut visiter si vous vous intéressez. Je vous encourage à le voir, ça en vaut vraiment la peine avec le musée. Surtout pour les dames, vous verrez comment les dames se mettaient des petits coquillages dans les cheveux. On a retrouvé ça dans leur tombe, qui est assez impressionnant avec l'outillage de cette période. Là aussi, on pourrait parler des différents hommes, l'homme de Néandertal, qui est un secteur allemand près du Düsseldorf, où ont été trouvés ces ossements, et qui s'est développé particulièrement en Europe. La calotte glaciaire, enfin ce qu'on appelle le pôle Nord aujourd'hui, descendait très bas quand même. Oui, oui, bien sûr. Au niveau de l'Angleterre et même... Non, mais monsieur demandait... Oui, je sais, ouais, sur Terre, mais oui. En mer, on pouvait aller, je vais dire une bêtise, mais à pied, je vais dire de Bordeaux jusqu'à New York à pied. Ah non. Non, il n'y avait pas la calotte glaciaire? Non, la calotte glaciaire est restée là où elle était. Elle a gagné le nord de la Grande-Bretagne, Oui, mais après... une partie de l'Allemagne, et puis évidemment les hauts sommets, tout autour des plages de l'époque du Languedoc, pas ici parce que les sols sont trop acides, mais ensuite c'est du point de vue biogéographique que la végétation a essentiellement évolué ici. Ouais. Alors ça, là, c'est tout un problème qui est toujours en cours, Oui. des problèmes qui ne sont Les pas encore animaux achevés. disparaissent. Alors voilà, Il y avait les plus animaux migraines, bien Il y avait sûr. plus un climat sibérien, on va dire. Oui, au départ, après, c'était plus doux. D'autres remarques? Merci, professeur. À l'âge du fer, on a des éléments. Ces éléments sont souvent sur les hauteurs, c'est les oppida, qui vient du terme oppidum, qu'employait César pour désigner le lieu fortifié en général de hauteur des Gaulois, parce qu'ils ont été les inventeurs du fer, évidemment, ce qui leur a donné une supériorité sur les autres, les inventeurs des remparts, qui n'existaient pas auparavant. On avait des huttes, des cabanes, des points hauts en terre fortifiés avec des palissades. Alors que là, on est structuré. Et on a un site majeur qui est le Mont Jean, ici à Cavalère. Le Mont Jean, qui se trouve près de la tour de contrôle des incendies, où nous organisons régulièrement des visites, pour ceux que ça intéresse, a l'avantage d'être a été le site le plus fouillé de l'âge du fer, pour le Var. Dans le Var, on compte 450 oppidas de l'âge du fer. Donc il y en a deux qui ont été bien fouillés, celui fait par Denis Vallon au Mont-Jean, il a travaillé pendant près de 25 ans, et puis au-dessus de Sainte-Maxime-le-Meunier, que j'ai eu le plaisir de fouiller il y a 5 ans. Je voudrais bien continuer, mais bon, je n'ai pas toujours les autorisations pour le poursuivre, avec un abondant matériel l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on voit dans ces périodes-là, de l'âge du fer? Donc, le Mont-Jean, c'est 700 avant Jésus-Christ jusqu'à 400, jusqu'à moins 400. Donc, une interrogation dans ce site. Pourquoi est-il abandonné 400 ans avant Jésus-Christ? Alors Denis Vallon, qui l'a fouillé, tient les arguments suivants. Il dit: j'ai fouillé
Et je dois faire le rapprochement avec la période grecque. Les Grecs s'implantent à Marseille en 600 avant Jésus-Christ, et en 400 avant Jésus-Christ, ils s'implantent à Olbia, qui est près d'Hyères. Et comme par hasard, c'est la même date. Donc il n'y a pas une destruction massive du site, puisqu'on trouve des amphores, de la vaisselle, etc., à très peu de profondeur, à 20 cm. Donc le site n'a pas été moyé par les Romains, qui seraient venus tout casser, puisque les Romains n'étaient pas encore en Gaule. Pourquoi? Parce que quand ils bâtissent ces remparts, ils ont le fruit du mur qui est parfaitement fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un mur droit parce qu'il serait éboulé avec les pluies, mais qui est en pente. Et sur le bas, en appui, ils ont taillé le rocher pour bien asseoir les pierres. Jean-Pierre Brun, qui est au Collège de France maintenant, dit non, rêverie, pas du tout. Les Celto-Ligures savaient très bien faire les remparts, puisqu'ils en faisaient dans toute l'Europe, et donc César lui-même en parle dans ses guerres. Donc voilà, les arguments. Dernier argument qu'il emploie, Héracléa Cacabaria est grec, on n'a pas de certitude, c'est-à-dire là où on vit actuellement. Et si les Grecs, il y a une théorie, c'est que les Grecs venaient commercer le long des côtes, ils faisaient des échanges, mais ils étaient prudents. Ils se protégeaient. C'est le cas d'Olbia, il y a des remparts. Mais dans les régions montagneuses, il y a une double implantation. Une implantation, le port, pour négocier, pour amener les marchandises, et la forteresse, qui est l'oppidum. Donc Denis Vallon est parti de ce principe qui avait été développé par les grandes d'archéologie à cette époque-là, c'est le couple port-forteresse qu'on retrouve à Cavalère, avec le port grec qui reste à déterminer, et la forteresse qui le protégeait. Dans les arguments qu'il fait valoir, il dit on trouve énormément d'amphores, et à cette époque-là, on transporte essentiellement du vin, qui est vendu par Marseille, Massilien. 92% des amphores qui ont été trouvés, au reste d'amphores, viennent de Marseille. Donc un commerce intense, une proximité avec Marseille qui lui fait penser que c'est le site est grec. D'autres ont dit, ah oui, mais il y a la perdrix, qui figure d'ailleurs, je crois, sur le blason, n'est-ce pas? La perdrix qui cacabète. Bon, pour moi, ça me paraît beaucoup plus simple, comme je le disais, parce que si on se réfère au terme ancien, c'est une marmite. Si vous regardez le golfe, depuis le Cap Lardier, il forme un arrondi très significatif. Or, à cette époque-là, eh bien, les marmites, elles sont rondes, c'est pas un fond plat, elles sont rondes, et souvent avec le fond enfoncé pour pouvoir l'attraper plus facilement. Alors, voilà pour Cacabaria. On peut le retrouver aussi dans les termes africains, carthaginois. Hypothèse, parce qu'on peut retrouver ce terme-là qui voudrait dire que les Carthaginois seraient venus ici. Mais le plus simple pour les Grecs, qui étaient des gens qui regardaient surtout avec leurs yeux quand ils voyageaient, et eux ils voyageaient assez loin en mer, eh bien ils ont dit les îles Stockades, parce que la traduction c'est les îles allongées. Quand ils venaient de Grèce, ils voyaient d'abord l'Hérault, les îles de Lérins, qu'ils avaient baptisées, les deux îles. Après, il y avait les îles allongées, les trois îles allongées. Après, c'était Marseille, le comptoir de Marseille. Là, il y avait le culte. Mais ce n'est pas le seul endroit où les Grecs s'implantaient. Systématiquement, ils en référaient à Hercule pour les protéger, à Héraclès. Systématiquement. Parce que c'est un dieu qui est fort, donc il maîtrisait les situations.
Donc pour eux, ça avait une valeur, c'est le dieu de la force. Donc à Cavalère, on pourrait avoir aussi, puisque c'est dans le nom, Hercule quelque part. Si vous trouvez des pierres avec une sculpture, on est intéressé pour les voir, pour savoir ce que c'est. Même si on a connu l'ancien port, moi j'étais toute jeune à ce moment-là et on n'est pas allé chercher... Je regardais plus les garçons que les vestiges. Non, pas tellement, c'était pas mon truc, mais bon. Non, c'est pour te taquiner. J'aimais surtout me baigner, mais bon. De rempart qui est très épais, qui fait 4 mètres, avec des aplombs sur Cavalère qui est de ce côté, là c'est la Mole, et une entrée qui est en entonnoir, c'est-à-dire large au départ et elle se ferme jusqu'à l'entrée contrôlée ici de l'oppidum. Donc c'est quand même un peu en dehors du courant. Et si l'adversaire vient les attaquer, le point faible c'est le rempart, donc ils ont prévu une série de protections de 4 murs.